Bienvenue à vous sur Ici Beyrouth, c'est Ici Femmes. Alors on parle d'égalité salariale, on parle de représentation politique, on parle de liberté, mais parle-t-on vraiment de sexualité féminine? Dans le monde arabe, des millions de femmes vivent leur vie intime dans le silence, entre tabous, honte, pression sociale et parfois douleur. La santé sexuelle des femmes reste l'un des angles morts de nos sociétés. Le plaisir féminin dérange, le consentement dans le mariage est encore flou, l'éducation sexuelle est quasi inexistante. Pourtant, le droit au corps, au désir, au refus sont des droits fondamentaux. Nous avons choisi un sujet rarement abordé avec honnêteté et transparence, les droits sexuels des femmes dans le monde arabe, la sexualité des femmes dans le monde arabe. Pour en parler, Dr Sandrine Attallah, médecin sexologue, figure engagée au Liban et dans le monde arabe sur les questions de santé sexuelle. Alors, docteur Sandrine Attallah, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes médecin sexologue, vous êtes une figure engagée au Liban et dans le monde arabe sur les questions de santé et notamment la sexualité. Vous avez également cofondé la plateforme Metli Metlik pour la santé sexuelle de la femme arabe. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci de me recevoir, c'est un plaisir d'être là. Alors, nous avons de très nombreuses questions. Pour commencer, j'avais une question. Pourquoi le plaisir féminin reste-t-il un sujet inconfortable dans le monde arabe? Le plaisir féminin est un sujet inconfortable, point à la ligne, pas seulement dans le monde arabe. Et je pense parce qu'il ne vient pas directement de la pénétration. Or, comme la sexualité dans notre monde patriarcal est très pénocentrée, disons, phallicocentrée, ou centrée sur le pénis, on va le dire, et sur la pénétration, on considère que la femme devrait avoir du plaisir de la pénétration et ça ne vient pas du monde arabe, ça vient de Freud à la base, qui a décidé qu'avoir un orgasme par stimulation externe était immature et que les femmes devaient avoir des orgasmes par la pénétration vaginale. Or, si on regarde un peu, on remonte dans l'histoire du monde arabe, il y avait déjà des livres et des poèmes sur le plaisir de la femme de l'extérieur, en donnant des caresses, du sexe oral. Donc ce concept de plaisir féminin existait, mais avec le temps, les guerres, la colonisation, la politique et le reste, on a oublié le plaisir féminin. On a oublié et vous avez décidé, vous, d'en parler pour qu'il y ait une sensibilisation à ce sujet qui est aussi très important. Oui, moi, à la base, j'ai décidé de parler de sexualité en général, pas seulement pour la femme. C'est vrai que récemment, nous avons confondé, moi et une médecin gynécologue, Dr Gaël Abouranam, une plateforme dédiée au plaisir de la femme et à la santé sexuelle de la femme. Mais à la base, moi, je parle de sexualité en général parce que même les hommes ne sont pas tellement épanouis sexuellement dans notre région parce qu'ils pensent que la performance sexuelle est liée à la taille du pénis, à combien de temps ils vont durer, à certaines, disons, pratiques ou positions, sans savoir s'occuper vraiment de leurs sensations et du plaisir des partenaires qui sont avec eux. Alors, je profite de votre présence parce que nous avons de très nombreuses questions. Une femme mariée a-t-elle le droit de dire non? Bien sûr. Je pense que seule la Tunisie a dans ses lois le viol conjugal. Mais une femme mariée a le droit de dire non. Et si elle dit non et qu'il y a un rapport sexuel, c'est un viol. Malheureusement, pas dans les lois dans la plupart des pays arabes. Et puis, pourquoi tant de femmes pensent que la douleur pendant les rapports est-elle normale? Parce qu'on leur a mis ça dans la tête, parce que la maman, la grand-mère, la cousine et la voisine vont leur dire ça. Parce que dans les films pornographiques, on n'a que des cris et, disons, des expressions de douleur. Donc les hommes croient que c'est la douleur qui donne du plaisir. Et plus mon pénis est grand, plus je vais profond, plus je vais vite, plus je fais mal, plus c'est du plaisir. Tandis que, oui, certaines femmes aiment la douleur, mais ce n'est pas du tout la majorité. Il y a une différence entre une douleur recherchée qui va donner du plaisir et qui est consentie, et une douleur subie qui n'est pas du tout, qui est plutôt un trouble sexuel féminin, qui est classé dans les troubles mentaux, dans les troubles psychiatriques, c'est-à-dire comme trouble de la sexualité, trouble sexuel féminin. L'obsession de la virginité est-elle un mythe médical plus qu'une réalité biologique? C'est un mythe socioculturel et c'est un mythe médical.
C'est tellement un mythe médical que les médecins sont convaincus que quand ils voient un hymen, qu'ils savent et qu'ils sont certains que la femme n'a pas eu de pénétration vaginale. Or, on sait par des études qui ont été faites sur des femmes qui étaient enceintes qu'on ne peut pas être sûr si elles ont eu un rapport sexuel ou pas. Parce que l'hymen peut exister, peut ne pas exister à la naissance, il a des formes très très différentes, il peut être élastique. Donc l'aspect de la vulve et l'aspect de l'hymen ne nous donne pas vraiment l'historique sexuel de la femme. S'il y a eu violence, il y a eu viol, bien sûr là c'est un examen qui est complètement différent, qui rentre dans la médecine légale, et à ce moment-là, oui, on peut confirmer s'il y a eu un viol ou pas. Est-ce que priver une femme d'informations sexuelles est une forme de violence silencieuse? Bien sûr. Parmi les droits sexuels, on a le droit à l'information et le droit à l'éducation. Et quand on n'a pas l'information, déjà, on ne sait pas comment on peut avoir du plaisir, on ne sait pas comment vivre bien dans son corps, on ne sait pas se protéger, on ne sait pas bien préparer sa santé aussi reproductive, c'est-à-dire que si je veux me préparer à une grossesse, comment je le fais, si je ne veux pas tomber enceinte, comment je le fais, comment je me prépare aussi à l'accouchement, comment je vis ma sexualité, quelles sont mes façons de jouir, d'avoir du plaisir, quels sont mes droits finalement. Mais ce manque d'éducation n'est pas seulement vis-à-vis des femmes, c'est aussi un manque d'éducation vis-à-vis des femmes et des hommes, ce qui va augmenter beaucoup les violences sexuelles aussi. Est-ce que le contrôle de la sexualité féminine est un pilier invisible de nos sociétés, notamment dans le monde arabe? C'est un pilier invisible de toutes les sociétés. En fait, c'est basé sur la notion d'héritage. D'accord. Donc, quand on a su que c'est le sperme qui permet à la femme de tomber enceinte, et quand les hommes se sont, disons, sédentarisés, n'étaient plus dans des tribus nomades, et qu'on allait faire hériter un terrain, une maison, des brebis ou des vaches ou je ne sais quoi, l'homme a voulu être sûr que cet enfant venait de lui. Donc, il a pris possession, disons, du corps de la femme. Donc, pour lui, une femme, quand il l'épouse, lui appartient. Elle ne devrait appartenir à aucun autre homme, à part son père, évidemment, avant le mariage. Donc, c'est apparu avec la religion et c'est apparu avec les notions d'héritage. On note que dans certaines tribus matriarcales, ce n'est pas le cas du tout. Donc, les femmes sont vraiment libres de leur sexualité et leurs enfants sont vraiment les enfants de la tribu et pas les enfants d'un seul homme. Pourquoi l'honneur d'une famille repose-t-il encore sur le corps d'une fille? Tout tourne autour de la même question, c'est-à-dire que l'homme veut savoir que ses enfants sont vraiment à lui. Donc c'est pour ça qu'on est en train de contrôler le corps de la femme. Et finalement, on s'en fout de la sexualité de la femme. Ce n'est pas une histoire de corps de la femme, c'est vraiment une histoire d'héritage et soi-disant d'honneur et de religion, mais ce sont des excuses. C'est cette société patriarcale où c'est l'homme qui possède, l'homme qui a tous les droits et on a peur de la femme. C'est-à-dire qu'ils ont peur que si la femme découvre le plaisir, qu'elle soit tentée d'avoir des relations avec d'autres hommes, ce qui finalement biologiquement, elle va être tentée parce qu'on n'est pas fait pour être monogame. On décide d'être monogame, mais en tant qu'être humain, on n'est pas fait pour être monogame. Donc on considère peut-être qu'elle n'a pas un cerveau et qu'elle ne peut pas décider de rester fidèle si elle est tentée. Ils ont peur que si elle découvre le plaisir, qu'elle ait d'autres partenaires et qu'elle laisse tomber l'homme et ses enfants. Bien sûr, et donc le contrôle vient d'ici. Est-ce que, à votre avis, le devoir conjugal existe-t-il encore, même s'il n'est pas écrit? C'est-à-dire que maintenant, si on regarde les lois en France, ils viennent de retirer ils viennent de retirer le devoir conjugal. Je pense qu'il devrait y avoir une sorte de contrat entre les conjoints ou entre le couple, peut-être qu'ils ne soient pas mariés. C'est quoi pour nous un mariage? Parce que tous les deux peuvent ne pas être intéressés par la sexualité et décider de ne pas être sexuellement actifs. C'est leur droit. Après, le devoir conjugal peut aussi s'appliquer sur l'homme. Moi, je vois parfois en clinique, même pas parfois, souvent, des femmes qui traînent leur mari parce qu'ils n'ont plus de rapport sexuel et qu'elles veulent être sexuellement actives, elles ont besoin d'être désirées, elles ont besoin de ressentir du plaisir sexuel. C'est leur façon aussi de faire l'amour, d'aimer l'autre. Donc, je pense qu'il faut se mettre d'accord à la base et de décider que si on a après des problèmes, est-ce qu'on mettra tout ce qu'on peut en action pour trouver une solution?
Ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir qu'aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus conscientes de leur corps, de leur sexualité. Il y a un niveau d'éducation qui est bien plus élevé que dans le passé. Et donc, est-ce que ça se répercute aujourd'hui dans les cas que vous êtes en train de voir de femmes qui viennent vous voir? Oui, de plus en plus. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé ma pratique, déjà, je voyais plus d'hommes que de femmes, parce qu'un homme, s'il éjacule vite ou s'il n'a pas une érection, il ne peut pas avoir un rapport sexuel. Tandis qu'une femme, si elle n'a pas de plaisir, si elle n'a pas de désir, si elle a mal, elle peut toujours avoir des rapports sexuels, sauf si elle souffre d'un vaginisme. Le vaginisme, c'est les contractions involontaires des muscles du vagin qui vont fermer le vagin et interdire la pénétration. Donc, quand j'ai commencé ma pratique en 2007, la majorité des femmes consultaient pour vaginisme et mariage non consommé. Maintenant, de plus en plus, on va voir des femmes qui vont venir avec des questionnements. Pourquoi j'arrive à l'orgasme de cette façon-là, ou pourquoi je n'arrive pas à l'orgasme, ou pourquoi j'ai besoin de fantasmer pour avoir un orgasme, ou pourquoi je ne ressens plus de désir. Parce que aussi, le désir de la femme n'est pas inférieur au désir de l'homme, il est différent. Donc, au lieu d'être seulement spontané, il est beaucoup plus réactionnel. Il a besoin d'un certain contexte pour être activé. Donc, si je ne suis pas dans le mood, dans l'ambiance, je ne vais pas avoir un désir, je ne vais pas me laisser ressentir de l'excitation et un désir. Donc, maintenant, les demandes ont changé parce les femmes ont beaucoup plus d'informations. Avant, elles croyaient que c'était ça, la sexualité. Juste, je dois attendre qu'il fasse sa pénétration, qu'il éjacule et c'est fini. Maintenant, elles sont conscientes que non, il y a autre chose. Bien sûr, il y a autre chose. Et est-ce que ça a un impact sur les couples? Bien sûr que ça a un impact sur les couples. Ça peut augmenter les conflits, ça peut augmenter les cas de divorce aussi, mais ça peut avoir un impact positif parce que si elle est consciente de son corps et si elle va permettre à son partenaire de lui donner du plaisir, ça peut les rapprocher. Et du coup, la satisfaction sexuelle va s'élever chez les deux. Il faut bien sûr que lui aussi ait cette maturité. Parce que aussi les consultations qui viennent des hommes qui ont peur de ne pas donner du plaisir à la femme ont augmenté. Donc il y a une pression et l'anxiété de performance a beaucoup augmenté. Pourquoi ? Parce que les femmes maintenant ont plus de connaissances et parce que les femmes ont plus de partenaires. Donc, ils ont peur de ne pas satisfaire. Peut-être dévoilent leur envie beaucoup plus. Enfin, oui. n'ont pas honte ou n'ont pas peur de dire ce qu'elles aiment. Peut-être que dans le passé, comme vous le disiez, c'était plus compliqué. Elles subissaient. Aujourd'hui, elles sont un élément actif. Oui, bien sûr. Et pour être juste, il faut être juste quand même. Il y a beaucoup d'hommes qui, quand ils décident d'être en couple ou qui se marient, veulent donner du plaisir et ont du plaisir du fait de donner du plaisir. Donc aussi, ils ne sont pas satisfaits si la partenaire qui est avec eux n'est pas satisfaite. Et comme il y a tellement de tabous et que la femme ne sait pas explorer avant d'être en couple, donc ne sait pas masturber, n'a pas exploré ses fantasmes, elle va peut-être ne pas ressentir du plaisir ou du désir. Et ça, là, ça va être très difficile pour le couple parce que le désir et le plaisir, ce n'est pas un bouton que je presse on-off. Quand je me marie, maintenant, je peux ressentir. Non, si je n'ai pas ressenti à 12 ans, à 13 ans, à 14 ans, à 15 ans, 16 ans, 17 ans, si je n'ai pas fait ce trajet, cette journey, comme on l'appelle, comment je vais pouvoir savoir ce que je veux, ce que j'aime, ce que je n'aime pas? C'est comme quand on éduque un palais. C'est pas inné, la sexualité. C'est beaucoup d'apprentissage. Donc, vous parlez d'exploration. Oui. Et combien est-ce que cette exploration est importante avant le mariage, on va dire ça comme ça? L'exploration est importante, point, que ce soit avant le mariage ou avant d'être en couple. Et l'exploration, elle est bien sûr progressive. Donc, au départ, une femme va peut-être connaître son corps, savoir toucher ses zones érogènes, apprendre comment elle a un orgasme. Après, elle va explorer avec un partenaire ou le partenaire. Il se peut que ce soit un seul partenaire dans sa vie, mais ça doit être progressif, c'est-à-dire ça doit passer par toutes les étapes, le plaisir physique non génital, le plaisir mental non physique aussi, pour qu'elle soit vraiment excitée et bien stimulée jusqu'au plaisir physique et mental, parce que finalement, le plaisir n'est pas seulement une activation ou disons une stimulation d'un organe. Le plus grand organe est le cerveau. Donc je dois être excitée par la façon aussi d'interagir avec l'autre. Le contenu des fantasmes est très très important. Vous qui avez étudié en France, donc
qui avez une expérience aussi, on va dire, en France, en Europe, vous qui travaillez au Liban et dans le monde arabe, est-ce que, pour parler de sexualité féminine, est-ce qu'il y a des différences essentielles par rapport à la relation de la femme avec son corps? Alors, pas vraiment, parce que si on prend la femme arabe à la base, c'est une femme qui est assez quand même sensuelle et érotique, que ce soit via la danse arabe, que ce soit comment une femme s'occupe de son corps. Il y a beaucoup plus de féminité, on va dire, chez la femme arabe. Donc parfois, parler du corps est plus facile parce qu'elles sont plus en contact avec leur corps, peut-être pas avec leur clitoris et avec leur vagin et avec leur vulve, mais il y a déjà une prise en charge, tandis que dans le monde occidental, il y a plutôt cette attitude de je m'en fous de mon corps, il faut que je sois peut-être très intellectuelle ou très cultivée ou avoir une très belle carrière. Donc, par exemple, quand je vais au congrès, tout le monde vient me dire « Ah, comme vous êtes bien habillée !» Non, oui, non, ça fait partie aussi de notre culture. On aime bien s'occuper de ce corps, se teindre les cheveux, mettre un peu de maquillage. Donc, cette relation au corps est positive. Après, elle peut aller dans l'extrême maintenant avec tout ce qui est gynécologie esthétique. Et ça, c'est vraiment catastrophique. Donc, si j'arrange, si je fais des injections, à ce moment-là, peut-être mon conjoint, mon partenaire va avoir plus de plaisir, mais ça n'a aucun impact sur le plaisir de la femme. Ce qui est difficile, c'est de parler de plaisir. C'est moins évident. Et de masturbation, oui, de tout ça. Et de fantasme. Parce qu'il y a aussi il y a la fausse croyance ou le mythe que si j'ai des pensées sexuelles, c'est déjà je suis en train de pécher d'une façon ou d'une autre. On croit qu'on n'est pas supposé avoir un imaginaire sexuel. Or, c'est vraiment ce qui va déclencher le désir et l'excitation. Donc ça, c'est beaucoup plus complexe, tandis que en Occident, peut-être c'est plus facile. Quoique, ça va dépendre du milieu, c'est-à-dire une petite bourgeoise de Versailles va être aussi coincée que, je ne sais pas moi, une catho de Beyrouth ou quelqu'un, on ne va pas parler de religion nécessairement, mais... On peut parler de religion parce qu'on sait que dans la religion musulmane, il y a beaucoup plus de, on va dire, de libération ou bien d'ouverture par rapport à la sexualité. Oui, le plaisir fait partie du mariage. Il fait partie des devoirs, quand vous avez parlé des devoirs conjugaux, il fait partie des devoirs conjugaux. Donc... et ça, c'est une anecdote qui est assez rigolote. Quand j'ai commencé ma pratique, je n'étais pas encore assez, disons, consciente de toutes les différences confessionnelles, culturelles, qui sont vraiment différentes d'une famille à une famille, d'un village à un autre. Donc, je reçois une jeune femme de 23 ans qui était voilée. Elle venait avec son mari. Et pour moi, une personne jeune voilée, parce que j'avais des préjugés à l'époque. Donc, nécessairement, elle a un vaginisme. C'était ça dans ma tête. Je venais de commencer ma pratique. Et donc, elle vient et dit, moi, j'ai 4 enfants et depuis mon 4e, je ne ressens plus l'orgasme comme avant et c'est mon droit et je veux revenir à ce que je ressentais avant. Et c'était une bonne leçon pour moi que, pourquoi tu juges toutes les femmes, pas toutes les femmes, mais c'est pas parce que je me couvre que je veux pas avoir du plaisir avec mon mari. Elle expliquait que vraiment pour elle c'était très important et que ça faisait partie de leur relation et une façon de sentir l'amour, de faire l'amour. Bien sûr. Pour rester dans l'importance de ce thème qu'est la sexualité féminine, il y a un thème dont on ne parle pas assez, c'est la libido de la femme après à la ménopause, en fait, en périménopause, ménopause. Et il n'y a pas assez on ne trouve pas assez enfin, on ne trouve pas dans les médias assez d'informations à ce sujet. Qu'est-ce qu'on peut dire aux femmes qui traversent cette période et qui veulent continuer de vivre pleinement et qui n'ont peut-être pas les mêmes ressentis? Déjà, le silence autour des changements de la périménopause et de la ménopause est mondial et global. Et ce n'est que récemment que les États-Unis ou le FDA viennent de déclarer qu'on peut donner des hormones aux femmes ménopausées. Ce qui devait être le cas depuis très, très, très longtemps et qui était le cas à la fin des années 70. Et les médecins ne s'occupent pas suffisamment de la sexualité de la femme en général et de la femme périménopausée ou en ménopause. Dès qu'une femme sent des changements, c'est son droit d'en parler.
Et il faut savoir que le vagin et le cerveau, tous les deux, sont deux organes hormonodépendants. Donc quand moi je commence à grandir, à vieillir, et que mon taux d'œstrogène commence à diminuer, c'est mon droit de prendre de l'œstrogène pour que mon cerveau et mon vagin puissent fonctionner normalement. Mais ce n'est pas seulement le cerveau et le vagin, c'est les os, c'est les muscles, c'est la peau, c'est le cœur, c'est tout. Et puis la testostérone aussi peut baisser, pas liée à la ménopause directement, parce qu'à la base, ce n'est pas sécrété par les ovaires, mais par les surrénales, mais liée au phénomène du vieillissement. Et si la testostérone diminue, on peut donner de la testostérone. Donc c'est le droit d'une femme de prendre des œstrogènes, il n'y a pas de risque de cancer du sein, que ce soit par voie systémique ou par voie vaginale, et de la testostérone quand elle sent un déclin qui est vraiment lié au mécanisme de périménopause, ménopause, et pas d'attendre 1 an qu'elle n'ait plus ses règles pour commencer les traitements hormonaux substitutifs. Non, dès qu'on commence à sentir qu'on a des symptômes, on peut prendre des hormones et ce n'est pas dangereux. Mais ça permet de maintenir sa vie sexuelle. En fait, c'est surtout le désir et la libido. Et la lubrification vaginale, ne pas avoir mal pendant les rapports sexuels, ne pas faire des infections urinaires, l'intensité des orgasmes. Non, ce n'est pas seulement le désir, c'est aussi l'excitation et les orgasmes. Quand on parle de sexualité au Liban, quel est le motif ou le problème que vous trouvez on va dire, en plus grand nombre chez les couples qui viennent vous consulter? Alors, il faut savoir que nous, on a un point de vue biaisé parce qu'on ne voit que les gens qui viennent chez nous et qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent en silence. C'est comme je vous ai dit, un homme va venir pour éjaculation prématurée, c'est le trouble sexuel masculin le plus fréquent, et problème d'érection, c'est le deuxième plus fréquent chez l'homme. Mais la femme va venir plus pour des douleurs pendant les rapports sexuels ou une impossibilité d'avoir une pénétration. Mais ce n'est pas le trouble sexuel le plus fréquent. Le trouble sexuel féminin le plus fréquent sont les troubles du désir et puis les troubles de l'orgasme. Mais encore, les femmes, elles ne sentent pas que finalement c'est important, elles ne se sentent pas encouragées de venir parler de leur désir, surtout que le changement et les facteurs, à la base, sont aussi liés aux partenaires. C'est-à-dire que si une femme a 2 enfants et qu'elle travaille et qu'elle court de droite à gauche et qu'il n'y a aucune séduction au sein de son couple, elle ne va pas ressentir du désir et c'est normal. Donc, il va falloir qu'elle fasse un effort et qu'il fasse un effort aussi. Et c'est encore difficile pour la femme de pouvoir venir s'exprimer et de faire tout ce changement et de comprendre qu'il faut investir dans sa sexualité. Quand on rentre dans une nouvelle relation, on n'investit pas tellement parce qu'on anticipe déjà. Donc, on se prépare, on va à un date, on fantasme. Donc, en fait, on est en train d'investir dans sa sexualité. Quand on est dans une relation à long terme, si on ne fait pas ce même effort, le désir va disparaître. Il faut travailler dessus. Bien sûr, on pourrait enregistrer de très nombreuses émissions. J'aimerais parler surtout de cette plateforme en fait que vous avez lancée. On voit les images défiler à l'écran, que vous avez cofondée avec la gynécologue Dr Gaëlle Abouranam, que nous avons d'ailleurs reçue dans cette émission. Alors c'est une plateforme qui fait de la sensibilisation, c'est ça? En fait, c'est une plateforme digitale qui travaille à trois niveaux. Donc, on a la sensibilisation sur les réseaux sociaux, sur notre blog, parce qu'on a plein d'articles et on a des guides gratuits. Mais à un deuxième niveau, on a une communauté où il y a des forums où les femmes peuvent échanger et parler d'une façon anonyme entre elles. Et au troisième niveau, on a des cours en ligne, donc des cours qui sont préenregistrés, qui vont accompagner la femme dans un de ses, disons, cheminements sexuels. Donc, on a un cours sur la sexualité basique, comment explorer sa sexualité, comment commencer sa vie sexuelle. On a un cours de préparation au mariage. On a un cours pour C'est quoi préparation au mariage, par exemple? C'est-à-dire la sexualité, le relationnel, la contraception, la préparation à la grossesse et les troubles sexuels qu'on peut avoir au sein d'un mariage. On a aussi un cours sur la rééducation périnéale après l'accouchement, la sexualité après l'accouchement, parce que là, c'est vraiment le gros désastre. On a un cours sur le traitement du vaginisme. Donc ça, c'est un cours qui est thérapeutique.
On a un cours sur vous avez parlé de la honte, donc comment se débarrasser de la honte en tant que femme et de vraiment développer son énergie féminine. On a un cours de yoga pour la santé sexuelle et puis on a quelques cours pour les jeunes mamans aussi. Alors d'où provient cette idée? Est-ce que ça vient du fait que vous aviez déjà commencé un peu à faire de la sensibilisation globalement grâce à vos réseaux sociaux qui, je dois dire, sont très populaires dans le monde arabe? Et d'où est-ce que vous avez eu l'idée, en fait, de lancer cette plateforme digitale? C'est venu pendant le Covid, quand on a commencé notre pratique en ligne. On a réalisé que beaucoup de femmes qui ne pouvaient pas arriver à la clinique souffraient en silence et n'avaient pas accès aux soins. N'avaient pas accès aux soins du fait du pays où elles se trouvaient ou de la région où elles se trouvaient et aussi du fait du côté financier. C'est-à-dire si moi je veux traiter mon vaginisme, j'ai besoin peut-être de 10 séances, ça fait un budget. Tandis que nous, notre cours est vraiment comparé à ce qu'il apporte est vraiment pas du tout cher. Donc c'était une façon d'arriver aux femmes qui n'avaient pas les moyens, que ce soit les moyens de se déplacer, ou aussi qui avaient honte, ou qui n'arrivaient pas qui n'osent pas aller chez un médecin parler de leurs difficultés sexuelles ou de leurs questionnements sexuels. Aujourd'hui, j'avais une patiente, elle me dit, mais pourquoi on ne sait pas toutes ces choses? Elle avait vraiment des questions assez basiques sur les lubrifiants, sur l'orgasme, etc. Je dis oui, bon, c'est sûr qu'à l'école, on ne va pas parler de lubrifiant et d'orgasme féminin. Dans aucun pays du monde, on parle de lubrifiant et d'orgasme féminin à l'école. Mais le vrai gap et le vrai problème, c'est qu'à l'université, quand on étudie la médecine, on ne parle pas de lubrifiant et d'orgasme féminin. On parle un peu d'érection et puis c'est tout. Donc on parle de plomberie. Les médecins sont déconnectés de la sexualité de leurs patients, en fait. Oui. Ils n'ont pas les informations. Et du coup, ils ne sont pas équipés. Ils n'ont pas le temps pour donner les réponses. Ils ne connaissent pas les réponses. Donc la médecine sexuelle, c'est vraiment une spécialité qui est avec des découvertes et des changements et des études qui sont annuelles finalement. On va à des congrès annuels et on apprend tout au long. Donc, c'est ça. C'est vraiment là le problème. Et on s'est dit que comme ça, de cette façon-là, on pourrait arriver à cette femme, leur donner cette information sans qu'elle ait besoin de parler d'une façon anonyme derrière son écran, sans que personne ne sache, que ce soit le mari, le papa ou je ne sais pas qui, le frère. Et aussi leur permettre de traiter certains problèmes comme le vaginisme ou les troubles sexuels après l'accouchement. Est-ce qu'elle est gratuite ou payante? Les cours sont payants. Nous avons certains cours gratuits comme le cours de la contraception et un cours d'éducation sexuelle pour les filles qui vont avoir leur puberté et leurs règles. Ça, c'est très important parce que oui. Les parents ont parfois du mal à parler avec leurs filles de ce sujet qui ne devrait pas être un sujet tabou. Oui, nous avons un cours qui s'appelle Daoura Tarif. Donc, c'est son tour de savoir qui parle de règles et de santé sexuelle pour les jeunes, adapté aux filles entre 8 et 12 ans. Celui-là est gratuit. Les autres cours, non, ils sont payants. Et sinon, vous faites quand même des vidéos qui sont des vidéos à but éducatif aussi, qui sont gratuites, en fait, qu'on peut trouver sur la plateforme digitale et sur votre page Instagram. En fait. Oui, le contenu gratuit se trouve sur la page Instagram, metley.metlik, et sur notre site, metlik.com. Et nous avons aussi des guides gratuits qu'on peut retrouver sur le site. Et d'après votre expérience, pour conclure, j'avais juste, je voulais si vous aviez un message je sais pas, à donner à une femme autour de la sexualité et de l'importance que la sexualité doit représenter dans la vie d'une femme, que diriez-vous? Mon conseil, c'est si la personne se pose des questions, c'est qu'elle a raison et qu'elle a le droit d'avoir des réponses. C'est son corps, son droit, sa sexualité, son droit. Donc, dès qu'on a un questionnement, là, à ce moment-là, il faut chercher les réponses. Merci beaucoup, Dr Atala. Merci d'avoir répondu à nos très nombreuses questions. Nous en avons encore beaucoup, mais j'invite les personnes qui nous regardent à découvrir votre page personnelle, mais également la page de Metley Metlik. Alors, je retiens votre corps, vos droits. C'est autour de ça, en fait, que la plateforme a été lancée. Je vous remercie pour votre temps et j'espère vous recevoir une autre fois. Merci beaucoup. Merci à vous.
Alors c'était Dr Sandrine Attallah, médecin sexologue, figure engagée au Liban et dans le monde arabe sur les questions de santé sexuelle. C'était mon invité pour cette émission. Je vous invite à la découvrir sur notre site web et nos réseaux sociaux.